Chaque dimanche, tout au long de l'été, plongez au cœur des préceptes de l'amour et des désirs de la Grèce antique. Les Grecs anciens ont cherché à comprendre et surtout à expliquer ce que pouvait être l'amour et comment les humains pouvaient vivre, voire incarner ce sentiment. Eros, le quatrième visage de l'amour érotique. Si Eros était une personne, elle dirait Je la désire. Comment? C'est une chanson, je la désire. Ma chanson. Je la désire. Ah, le titre, c'est Je la désire. De Je qui la désire. Et de qui elle est, cette chanson? De moi. Nous continuons dans l'exploration des 10 degrés de l'amour grec avec le pari fou de personnifier chaque degré pour y comprendre les nombreuses subtilités qui se cachent dans ces manières d'aimer. Si Eros était un océan, quel serait-il? Quelle force l'anime? Quel est son processus et son mode de fonctionnement, seul, en couple ou bien même avec du monde? Avez-vous du Eros en vous? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous propose de rencontrer cet amour, ici personnifié par Alain Héril. Une création de Morgane Beauvais. Eros, qui est sans aucun doute le degré de l'amour grec qui est le plus connu, puisque Eros est inscrit dans notre langage commun, et que Eros, c'est bien entendu la racine d'érotique, d'érotisme. Et donc, l'Eros, on a coutume de l'associer à la pulsion de vie. Eros, c'est l'inverse de Thanatos. Thanatos, c'est plutôt la mort, la pulsion de mort. Avec Eros, on est en plein dans la pulsion de vie. Justement, cette pulsion de vie, si Eros devait être un océan, que serait-il ou que serait-elle? Déjà, il, elle, Eros, de qui parle-t-on? De quoi parle-t-on? Et puis, quel océan serait Eros? Incontestablement, l'océan Atlantique. Incontestablement, Eros, c'est cette puissance discontinue, c'est-à-dire que ce qu'on a dans l'océan Atlantique, et moi ça m'évoque des grandes marées qu'il y a en France, du côté de Biarritz par exemple, c'est cette force des vagues contre les rochers. Qui revient sans cesse, c'est ça Eros. Eros, c'est une puissance qui se renouvelle sans cesse. C'est pour ça que c'est associé à la pulsion de vie. Donc si c'était un océan, oui, bien sûr, ce serait l'océan Atlantique. Parce que en même temps, il y a une dimension qui est importante dans Eros, c'est la beauté. Eros, c'est l'amour, c'est l'érotisme. Il y a de la pulsion chez Eros, il y a de la pulsion. On a vu qu'il y avait de la pulsion chez Pornéia, il y a de la pulsion aussi chez Eros, mais une pulsion qui est associée avec la beauté. Donc Eros, c'est vraiment l'érotisme dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, mais aussi dans toute sa force. Donc Eros, c'est fort, c'est puissant, c'est beau, c'est pénétrant, c'est discontinu. Voilà, ça nous entraîne, ça vient s'échouer contre les rochers continuellement. C'est la vie dans toute sa splendeur. Cet océan a la parole, qu'est-ce que dirait Eros? Ce que dirait Eros, cet océan de l'Eros, il dirait je vais revenir. Et je suis là et je vais revenir. Je suis là et je vais revenir. Je suis là et je vais revenir. Et à chaque fois, Eros revient. C'est-à-dire qu'Eros, c'est une fonction de l'amour qui, j'allais dire, qui ne trahit pas. C'est pas qui ne trahit pas, mais qui tient ses promesses. Eros, c'est toujours là. Le moment où on a l'impression que Eros s'en va, qu'on quitte la beauté de l'amour, en fait, cette beauté, elle est toujours à portée de main, elle n'est pas loin. Il suffit simplement de regarder l'océan et d'attendre que les vagues reviennent. Donc, je suis là et je vais revenir, ça c'est la parole maîtresse d'Eros. Eros, c'est une danse? Une danse de quoi? Eros, c'est une danse virevoltante. Eros, c'est une danse qui n'en finit pas. Eros, c'est une danse qui crée de la transe. C'est la danse des derviches tourneurs, par exemple. C'est
cette danse qui tourne comme les planètes tournent autour du Soleil, les unes par rapport aux autres. Donc il y a quelque chose de virevoltant chez Eros. C'est pas la danse classique, c'est vraiment une danse rituelle, féconde, extrêmement en lien avec la spiritualité et aussi avec la beauté. Eros, ça ne peut être qu'une danse qui nous amène à se dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est profond, qu'est-ce que c'est puissant ». Voilà, et la première image qui me vient, c'est la beauté de ces derviches tourneurs qui tournent sans arrêt à l'infini, comme Eros porte en lui-même la notion de l'infini. Comment incarner Eros? Comment incarner cet océan? Cet océan, il va s'incarner dans le mouvement. Eros, à mon sens, c'est une personne qui est ni homme ni femme. Eros est au-delà de la binarité. Eros raconte quelque chose de notre capacité à dépasser les contraires, à aller à un autre endroit. Et peut-être que ça serait intéressant pour saisir ça, que je raconte comment Eros est né. Et donc de raconter la naissance d'Eros. Et en fait, la naissance d'Eros, dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, elle se situe à un moment bien précis, qui est le moment où les dieux viennent fêter la naissance d'Aphrodite. Donc Aphrodite, déesse de la beauté, donc Zeus invite tous les dieux, et les dieux arrivent, chacun avec leur carton d'invitation, à la soirée où on va boire du nectar pour continuer à être immortel. Et donc, à la porte, il y a Pénia, et Pénia, c'est la déesse de la pauvreté. Pénia ne peut pas rentrer, donc elle tend la main à chaque convive qui rentre, en leur demandant un petit peu d'argent, un petit peu de considération. Et à ce moment-là, il y a Poros qui arrive, et Poros, c'est le dieu de l'abondance. Poros arrive, il voit Pénia, il rentre à la fête, et quelque temps après, Poros ressort, et Poros est complètement ivre, il retrouve Pénia, à ce moment-là, ils se regardent, ils ont une relation sexuelle ensemble. Et c'est à ce moment-là que naît Eros. Et Eros, c'est le fils de la rencontre entre la pauvreté et l'abondance. Et donc c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que Eros, notre érotisme, notre capacité à être dans cette beauté de l'amour et cette beauté du désir également, c'est parce qu'il y a une abondance qui vient, qui est en excès et qui vient guérir et répondre à la main tendue de notre pauvreté. Donc symboliquement, Eros, il est là pour combler nos manques. Il est là pour donner de la magnificence à ce qui nous manque, à ce que nous n'avons pas, à ces mains tendues que nous avons vis-à-vis de l'univers, de l'environnement, des autres. Voilà. Et ce que ça dit, cette métaphore, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a de l'abondance, il y a de la pauvreté, et qu'Eros se construit avec ces espaces de manque, et que Eros rentre à la fête, mais Eros revient. Et il y a toujours cette dimension du mouvement qui est propre à cette fonction de l'amour grec, qui est Eros, et qui est l'amour beauté, l'amour érotique. Voilà, c'est la splendeur même de l'amour. Eros, donc, que nous avons personnifié en un océan, l'océan Atlantique. De quelle manière interagit l'océan avec les poissons, avec les algues, avec la nature vivante qui est à l'intérieur de celui-ci et possiblement des autres? Eh bien, l'interaction qu'Eros océan, on va l'appeler comme ça, l'interaction qu'Eros océan avec les poissons, avec le plancton, avec tout ce qu'il y a au fin fond de lui-même, c'est à la fois le bercement, parce qu'il y a ce bercement continuel, ce mouvement. En même temps, il y a un autre élément, c'est la nourriture, c'est-à-dire que les poissons se nourrissent de l'océan, les algues se nourrissent de l'océan, et en même temps nourrissent l'océan. C'est-à-dire que tout ça participe de la même nature, du même mouvement. Donc chacun alimente l'autre. Et donc à la fois Eros océan, c'est le berceau des poissons, c'est le berceau des algues, c'est le berceau du plancton, de tous ces éléments-là, des dauphins et tout ça.
Et en même temps, ce berceau, il a besoin aussi d'avoir ses habitants pour exister. Donc chacun nourrit chacun. Et ça, c'est la beauté de l'éros. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation érotique, cette situation nous nourrit, mais nous nourrissons aussi la situation de par notre présence. Donc il y a quelque chose qui s'alimente des deux côtés. Il n'y a plus de contenant et de contenu. Il y a juste l'instant présent. Il y a juste la beauté qui est en train de se dire. Et n'oublions pas qu'à la naissance d'Éros, c'était pour célébrer Aphrodite, la déesse de la beauté. Donc Éros est le résultat, effectivement, de cette beauté qui se magnifie à travers lui. L'océan a une musique, elle a une chanson. Quelle est-elle? Elle a même, je dirais, elle a un bruit, elle a un rythme, une sonorité. C'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui est répétitif. Si je suis dans les musiques un peu classiques, c'est le boléro de Ravel. C'est quelque chose qui revient comme ça, continuellement. Si je suis dans quelque chose d'un peu plus contemporain, ça va être beaucoup de musique électro, de la trance. Donc ces musiques-là qui vont nous mettre dans un état joyeusement hypnotique, dans une transe profonde et une transe de beauté, c'est vraiment une musique répétitive. C'est Philippe Glass. Steve Reich, ce sont ces auteurs-là qui sont les créateurs de la musique répétitive, et c'est une musique qui revient, donc qui nous entraîne. Voilà. Mais d'une certaine manière aussi, c'est les tambours africains. C'est aussi ça, c'est cette musique tellurique, très profonde, et qui va mettre du son dans le bassin, du son dans le cœur, du son dans le ventre. Les lieux du corps d'Éros, c'est le ventre, c'est le bassin, le petit bassin, les organes génitaux, c'est tous ces éléments-là, c'est le périnée également. Et c'est à cet endroit-là qu'Éros installe de la beauté. Et je trouve que c'est ça qui est fort chez Éros, c'est de mettre de la beauté dans nos bassins, c'est de mettre de la beauté dans nos périnées, c'est de mettre de la beauté dans nos ventres. Et ça, c'est accompagné par toutes ces musiques répétitives, profondes. Et quand on les entend, on n'a qu'une seule envie, c'est de se lever de manière langoureuse, de danser, et de danser jusqu'au bout de la nuit. L'océan a une couleur qui possiblement change selon le temps, le ciel, peut-être ce que l'on en fait aussi. Quelle est la couleur de cet océan, de cet érocéan ? C'est très beau, Érocéan, c'est une très très belle formule. Je pense que c'est un bleu profond. Je pense que c'est un bleu profond, mais qui change. Ce sont des nuances de bleu qui sont là, qui bougent, mais il y a vraiment de la profondeur. C'est peut-être un bleu cobalt. Ça va sur ces terrains-là. C'est la beauté du bleu, évidemment, qui est en lien avec l'océan. Mais quand on regarde l'océan, il y a des mouvements dans ce bleu qui parfois peuvent aller jusqu'à des teintes très sombres et des teintes très très ouvertes, très éthérées également. C'est toute la nuance des bleus, la couleur de l'érocéan. Un être humain qui rencontre l'océan pour la première fois et qui pose son regard sur l'océan lui-même, qui peut-être trempe les pieds, voire même tout le corps. Quelles seraient les interactions et quelle est l'expérience de vie de cet océan, érocéan humanoïde, possiblement ? Eh bien, l'interaction, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé et qui fait profondément partie de l'éros. C'est le ludisme, c'est le jeu. Il n'y a pas d'érotisme sans jeu. Il n'y a pas d'érotisme sans des moments où on est dans quelque chose
qui est léger, sérieux en même temps, qui est éthéré et profond en même temps. Et c'est ce jeu avec les contraires qu'il y a dans Eros et dans cette dimension-là de l'océan. Donc tu parles du fait de marcher pieds nus au bord de l'eau, de jouer avec les vagues, et puis finalement que le corps tout entier soit happé par l'océan, c'est ça Eros. Mais tout ça se fait dans le jeu. Il ne peut pas y avoir de rapport à Eros sans qu'il y ait un sourire au coin des lèvres, sans qu'il y ait l'enthousiasme, sans qu'il y ait un oui majuscule qui puisse se dire et se raconter. Donc je pense que l'interaction, elle est dans le jeu. L'océan joue avec le nageur et le nageur joue avec l'océan. Et il n'y a pas de risque. On n'est pas dans Mania Pathé, par exemple, où là, l'amour, il est teinté de dimensions un peu délétères, un peu morbides. Non, là, tout est joyeux. C'est-à-dire qu'on peut se laisser aller dans l'océan. L'océan nous ramènera toujours sur la plage. Donc, il n'y a pas de risque avec l'Eros. Il n'y a que de la joie, il n'y a que de la beauté. Et il n'y a que du ludisme également. Et donc c'est vraiment cette question du jeu qui est importante. L'océan, comme tu l'as dit, est toujours en mouvement. Eros, c'est le mouvement. Quelle place a le plaisir dans ce mouvement? Peux-tu faire le lien entre Eros, le plaisir, et puis autre question qui suit ensuite, quelle place a Eros et quelle connexion peut-on faire entre Eros et les autres degrés de l'amour? La question du lien entre Eros et le plaisir. C'est que Eros, c'est la promesse d'un plaisir renouvelé. On va retrouver de nouveau la question du mouvement, la question du jeu. C'est-à-dire que dans Eros, il n'y a pas d'obligation. Très précisément, quand on est en lien avec Eros, il n'y a pas de recherche d'orgasme, par exemple. Il y a simplement un mouvement vers l'orgasme. Il y a simplement un mouvement vers la réalisation orgasmique, si je puis dire. Mais Eros, c'est toujours du pré-orgasmique. Chez Eros, il y a toujours l'idée de jouer avec quelque chose qui va finir, mais qui ne finit jamais. Donc c'est ça Eros. Et en même temps, le lien avec les autres degrés de l'amour chez les Grecs, c'est que Eros, c'est peut-être le seul degré qui est présent chez les autres. Il y a de l'Eros partout. Il y a de l'Eros aussi bien chez Porneia, et on le verra plus tard, que chez Philia ou Agapé. Eros est nécessaire à l'amour. C'est vraiment la condition sine qua non de l'amour, selon les Grecs, mais je dirais de manière générale, parce que Eros est en lien aussi avec un autre terme, qui est un terme moins grec, plus contemporain, qui est plus latin d'ailleurs, c'est le terme de désir. Désir vient du latin desideratum, qui veut dire manquer d'un astre, et donc le désir, c'est Eros. Le désir, c'est quelque chose qui nous met en manque, mais qui nous amène toujours à tenter de combler ce manque et de jouer avec la question du manque. Donc Eros est présent dans tous les degrés de l'amour grec. Il est nécessaire. Nous avons besoin d'Eros pour vivre, parce que si Eros n'est pas là, nous n'avons pas de mouvement à l'intérieur de nous. Nous sommes dans la stagnation, nous sommes dans la fixation, nous sommes dans quelque chose qui peut-être va finir par mourir. Donc, et comme je le disais au début, Eros et Thanatos, ce sont les deux versants d'une même médaille, mais pour combattre Thanatos, c'est-à-dire la mort, ce qui se termine, ce qui se répète indéfiniment, il est nécessaire d'aller vers Eros, qui est ce qui s'ouvre, ce qui est en mouvement, et ce qui, d'une certaine manière, tient toujours ses promesses. Comment continuer à nourrir cet océan et surtout à maintenir l'équilibre d'Eros, le maintenir en bonne santé, si je puis dire, et maintenir cet espace qui peut parfois être pollué. Et ce sera ma dernière question. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose qui est très simple, ça s'appelle la contemplation. C'est-à-dire que maintenir Eros dans cette dimension de l'océan, c'est apprendre à contempler l'océan. C'est apprendre à comprendre que l'océan est plus vaste que nous et que nous sommes face à des puissances, à des forces qui sont bien sûr maritimes, qui sont liées à l'eau, mais aussi qui sont liées à la terre également. Et c'est apprendre à contempler tout cela en se disant que il y a un océan à l'intérieur de nous, il y a un océan à l'extérieur de nous, et c'est comment ces océans arrivent à communiquer, et parfois simplement s'asseoir, regarder l'océan, le contempler, saisir sa force, saisir son énergie, c'est aussi ça, être en contact avec Eros. Merci beaucoup Alain.
On se retrouve pour le prochain épisode qui parlera de... Eh bien, de Philia. Nous allons parler de Philia après avoir parlé d'Eros. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cinéden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité, seul ou en couple, vous êtes alors au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous.